Bonjour à vous, bonsoir à tous, merci de votre présence et merci déjà des commentaires. Eh bien Marie-Ange, je suis ravi que cette musique te plaise, parce que moi elle me plaît énormément, bien évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme commentaire déjà maintenant? Bonsoir à tous, bien évidemment. Soit Macron, c'est... Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Et oui, mais voilà, je suis un grand amateur de musique classique et donc j'ai décidé de animer mes soirées avec de la musique classique. Avant de démarrer, je voudrais vous annoncer que j'espère, je ne peux pas vous le garantir maintenant, mais que dans 15 jours, j'aurai l'honneur et la joie d'accueillir Pierre Jovanovic, qui a entre autres édité ce livre-ci, l'affaire Epstein. Pierre Jovanovic, pour l'instant, il tape à mort sur l'affaire Epstein. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'affaire Epstein passe dans l'oubliette comme le gouvernement aimerait que ça se passe. Vous n'entendez jamais parler ou à peine d'affaire Epstein dans les médias officiels. Et donc, ils essayent de faire passer tout à la trappe et aux oubliettes. Il n'en est pas question. Et donc, je vous recommande très très fortement ce livre-ci, l'affaire Epstein de Dylan Howard. Je l'ai lu, il est absolument prodigieux, édité par allez zut, comment ça s'appelle? Le Jardin des Livres, Le Jardin des Livres, édition. Je vous le recommande vraiment très très fortement. Et on en parlera évidemment avec Pierre Jovanovic dans 2 semaines ou peut-être dans un mois, ça dépend de ses disponibilités. Je n'ai pas encore son agenda. Mais en tout cas, l'invitation est lancée et elle a été acceptée. Donc voilà, c'est très chouette. Je suis heureux de pouvoir démarrer la live de ce soir avec cela. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bon, bien évidemment, je suis obligé maintenant légalement de mettre cet avertissement. Donc je vous invite à le lire, mais de toute façon, il restera dans la vidéo pour ceux qui regardent en replay. C'est toujours important. Tout ce que vous voyez, tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur Internet ou dans des livres. Et donc, si vous décidez d'agir en fonction de cela, bien évidemment, c'est de votre propre responsabilité. Voilà. Alors, on va commencer par, traditionnellement, l'évolution du prix de l'or.
eh bien, l'or est à 4 271,67 euros. La dernière fois que j'ai regardé, c'est à peu près vers 6h30 ce soir. Il vient de 4 436, donc une baisse de 174 euros et 48 centimes, soit 3,93%. Oui, l'or baisse et c'est tout à fait anormal que l'or baisse. On va expliquer, ou je vais expliquer à la fin de ce live, pourquoi l'or baisse, mais donc c'est évidemment l'occasion rêvée d'en acquérir parce qu'il est déjà en train de remonter. Ce matin, il était à 4100 quelque chose, maintenant il est à 4261, donc il a déjà remonté de pratiquement 100 euros rien que sur cette unique journée. Donc je peux vous garantir que ça va continuer. En tout cas, les tendances haussières sont tout à fait évidentes. Alors le titre de ce soir, c'est La France, cancre de l'Europe. Désolé, je sais, ne me tirez pas dessus, je suis belge, mais je ne suis pas le seul à le dire. La France est véritablement, en matière de finances, le cancre de l'Europe. Et donc, vous avez vu, il y a même la France 24 qui dit la question qui fâche, la France, cancre de l'Europe. Oui, la France est le cancre de l'Europe et on va voir pourquoi tout de suite. Alors voilà, sans plus tarder, démarrons ce sujet. Quelle est la situation en 2026 ? Eh bien, la dette de la France est égale à 117% du PIB. J'ai oublié le pourcent, excusez-moi. Dette 117% du PIB, qu'est-ce que ça veut dire ? Le produit intérieur brut, PIB, de la France, c'est la valeur ajoutée, c'est ce que la France produit. Ce sont toutes les valeurs exprimées en millions d'euros qui sont produites par la France. Donc le produit intérieur brut, si chaque année est égal à 100, eh bien la dette est égale à 117, c'est-à-dire que la France a déjà contracté des dettes pour 1,17 fois sa production annuelle. Donc c'est énorme. Hein, ça représente combien ? Mais ça représente à peu près 3700 milliards et ça ne fait qu'augmenter. Donc 3482 milliards en 2025, mais on est déjà à près de 3700 milliards en 2026. Donc c'est la troisième place catastrophique de l'UE et avec 3700 milliards, nous venons de passer en deuxième place et on va au rythme où ça continue et avec la façon dont nos gouvernants gouvernent, dont nos gouvernants créent des gabegies d'argent absolument incroyables, eh bien, on va très vite passer en première place le cancre absolu de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Deux conséquences. La première, c'est que la France a payé en 2025 67 milliards d'euros rien qu'en intérêts. Et je rappelle que la dette est détenue à 54% par des étrangers, principalement BlackRock et compagnie, qui évidemment ne vont pas nous faire cadeau de quoi que ce soit, du moindre centime. Cette charge de la dette augmente de plus ou moins 10 milliards de dollars par an. Donc cette année-ci, on sera pratiquement à 75-76 milliards de dollars de paiement d'intérêts. Et c'est donc le deuxième budget de l'État, plus que la défense, moins que ce que coûte l'État, mais voilà ce que coûtent les fonctionnaires, mais c'est plus que la défense, qui est quand même absolument invraisemblable qu'on paye. C'est comme si vous disiez, voilà, j'ai 2000 euros de revenus par mois et je dépense approximativement 600 ou 700 euros rien qu'à payer des intérêts des crédits que j'ai faits. Rien que les intérêts. Je ne paye même pas les remboursements du crédit. Je ne paye que les intérêts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. C'est absolument dingue. Et donc, le problème, c'est qu'avec l'inflation qui a été générée après 2008 par la planche à billets qui a fonctionné, eh bien, aujourd'hui, la France, étant en très mauvaise posture, n'a plus la possibilité d'emprunter à des taux proches de zéro. Aujourd'hui, eh bien, les dernières adjudications de OAT, les OAT, c'est obligations assimilées au Trésor, c'est-à-dire des obligations à 10 ans, qui est
l'obligation standard, qu'on compare régulièrement à l'obligation allemande qu'on appelle le Bund. D'accord, le Bund, eh bien, aujourd'hui, le Bund est à 2,16 ou 2,17%, et nous sommes à 3,63%. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les marchés se méfient de la France et de sa capacité à rembourser, estiment que la France présente beaucoup plus de risques de ne pas rembourser sa dette, et donc, par conséquent, les créanciers, ceux qui prêtent de l'argent à la France, exigent un intérêt supérieur à ce qu'exige l'Allemagne. Jusqu'il y a 5 ans, les taux allemands et les taux français étaient plus ou moins similaires à quelques points de base là. Aujourd'hui, on est à pratiquement 70 à 72 points de base, c'est-à-dire 0,72% du Bund. Donc, ça veut dire combien, même si l'Allemagne est dans une situation économique absolument déplorable pour l'instant, eh bien, malgré tout, le public ou le monde entier estime que les Allemands sont bien mieux capables de rembourser leurs dettes que ne l'est la France. Donc, 3,63% contre moins de 2% en 2024. Et donc, je signale que chaque 0,1%, c'est 400 millions d'intérêts de la dette à payer en plus. Donc, vous comprenez bien qu'on est passé de 3,30 à 3,63%. Eh bien, ça veut dire qu'on paye 3,6 fois 400 millions en plus, donc 1,2 milliard déjà en plus, rien que par l'augmentation de ce taux d'intérêt. Autre conséquence, c'est évidemment que la note de crédibilité, la note de fiabilité de la France est passée de A, double A à A+, et va certainement dégringoler en A-, voire même B, en 2026, voire et encore 2027. C'est en mai de cette année-ci que 2 agences de notation vont coter la France, et on est certain que ça va déjà être la dégringolade. Bon, le produit intérieur brut en 2025, c'était 2 975 milliards, donc à quelques chouilles après 3 000 milliards. Des recettes de l'État, c'est 310 milliards. Et vous comprenez bien que quand vous voyez que 67 milliards sur 310, c'est-à-dire un gros quart, un gros cinquième, pardon, rien que servent à payer la dette, c'est quand même assez catastrophique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser à f.or2p@pm.me. Je vais enlever maintenant cette bannière parce qu'elle me gêne dans mon explication et dans la façon de voir les choses. Ici aussi, je vais masquer, comme ça on voit tout d'un seul coup. Bien. Alors, les dépenses de l'État représentent 57% du produit intérieur brut. Autrement dit, pour le dire très très simplement, vous travaillez du 1er janvier au 31 juillet rien que pour payer les dépenses de l'État via vos impôts, et le solde, c'est-à-dire de août à décembre, vous travaillez pour vous-même. Donc vous travaillez plus de la moitié de l'année rien que pour payer vos impôts, pour financer les impôts que vous payez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 7 mois, vous bossez pour l'État et pas pour vous. Et 5 mois, vous bossez pour vous. Voilà. Le déficit, 152 milliards en 2025, avec des recettes de 310 milliards, ça veut dire que l'État dépense une fois et demie ses recettes, puisque elle dépense non seulement 310 milliards, mais elle dépense en plus 152 milliards, soit 462 milliards. Et ça veut dire qu'elle bouffe une fois et demie ses recettes. Et tout le monde dit « Ah oui, mais l'État n'a qu'à payer, il n'y a pas de problème, c'est pas grave ». En fait, je suis absolument stupéfait de la passivité des Français vis-à-vis de cette situation. C'est dingue. En Allemagne, si on dépasse les 60% des recettes, il faut une révolution. Et ici, donc, c'est comme si... Je crois que les gens s'en foutent, ils ne comprennent pas, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est énorme. C'est comme si vous disiez, je gagne 2000 euros par mois, et tous les mois, je dépense 3000 euros. Voilà. Je gagne 2000, mais tous les mois, je dépense 3000 euros, et
Et j'ai la possibilité de le faire. Pourquoi? Mais parce que moi, l'État, j'ai la planche à billets à ma disposition, alors que moi, simple citoyen, ben, si je fais ça 1 mois, 2 mois, je vous garantis que la banque, mais elle me pend haut et court, elle me réclame tous mes crédits en remboursement immédiat et elle commence à prendre ma maison. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces chiffres-là, ça paraît anodin ou je ne sais pas, mais j'essaye de le mettre en perspective. Vous comprenez? C'est tellement important de comprendre ça, parce que sinon, enfin, de toute façon, on va droit dans le mur. Ça, c'est tout à fait évident. Donc ça, c'est la situation 2026. Alors la question est évidemment, si la France de 2025 est déjà pire que la Grèce de 2010, que se passera-t-il si la France continue à être gouvernée comme elle est aujourd'hui? Donc si le gouvernement continue ce cap de créer de la dette à gogo, et qu'est-ce qui va se passer avec la France? Et surtout en tenant compte que avec la guerre de l'Iran, la guerre du Golfe, eh bien évidemment, il y a une explosion du coût de l'énergie, et ça commence à compter très très fort. Donc c'est tout mon discours, c'est la réponse à cette question-ci. Alors, partons de l'énergie. L'énergie, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, les carburants, le bois, etc. En France, ça représente en 2025 8% des dépenses totales. Donc ça veut dire que les ménages, les industries et tous les services dépensent 8% de leurs frais, c'est de l'énergie pure. C'est du gaz, de l'électricité, du carburant et ou du bois. D'accord? Mais le coût de l'énergie, avec la guerre de l'Iran, a augmenté de 45% en moyenne. En réalité, 60% pour le gaz, 40% pour le pétrole, mais je vous rappelle que le coût de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Donc ça veut dire que l'électricité est en augmentation constante aussi. Ça veut dire que notre poste énergie pour 2026 va passer de 8% à 11,5% des dépenses totales. C'est énorme, rien que pour l'énergie. D'accord? Voilà. Or, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va créer évidemment de l'inflation, parce que si les prix de l'énergie, qui est la matière de base, de la base, de la base, de la base, si cette énergie augmente de 60%, vous comprenez bien que les prix, tous les prix, vont flamber, parce que je rappelle quand même que l'économie, c'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Donc, ça va créer une inflation terrible, et dans 4-5 mois, vous pouvez être certain qu'on va assister à une hausse vertigineuse des prix, pas seulement des carburants, mais de tout, parce que tout consomme de l'énergie. Vous prenez un magasin qui vend des denrées alimentaires, ben, il a besoin de payer son électricité, du chauffage, etc., etc. Vous, vous avez besoin de chauffer votre maison, de prendre des douches chaudes, de rouler avec votre voiture. La même chose pour les magasins, la même chose pour les agriculteurs, la même chose pour les industries, etc., etc. Donc, c'est clair que ce prix va être répercuté dans les prix des denrées. Donc, on va assister à une inflation choc, une inflation importée, vraiment énorme. Et donc, qui dit inflation, dit hausse des prix, dit évidemment faillite d'entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui ne pourront pas survivre avec des prix très hauts ou avec des coûts d'énergie absolument démentiels. Je pense à certaines boulangeries, même des boulangeries industrielles, qui sont énormes consommateurs d'énergie. Le coût de l'énergie dans un pain, c'est à peu près la moitié du coût. Donc c'est vraiment important. Ça veut dire que le pain, aujourd'hui on paye, je sais pas, un pain de 500 grammes, je crois qu'on paye ça 1,50 € ou 1,60 €. Ne vous étonnez pas que d'ici quelques temps, ce pain-là vaudra 2 €, comme ça, comme pour de rien dire. Bon. Évidemment, qui dit faillite d'entreprise dit chômage accru. Donc ça veut dire que le PIB, le produit intérieur brut de la France, va nécessairement baisser. Ça, il n'y a rien à faire. À partir du moment où il y a des faillites, ben, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de valeur créée. Donc ça veut dire que le PIB va baisser. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est toute la ribambelle de conséquences que cela a d'avoir de l'énergie plus chère et une dette absolument incontrôlée. La situation
en 2027-2029, donc ici je suis dans la prédiction, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, ce qui va se passer, c'est que les intérêts de la dette vont augmenter de 3,63 à 4, voire même à 5%. Ça, c'est tout à fait évident. À partir du moment où la France rentre dans l'inflation et des dépenses incontrôlées et une dette qui va faire augmenter, les intérêts vont augmenter. La charge de la dette va donc augmenter aussi. Ça veut dire que nos impôts vont augmenter parce que il faudra payer cette charge de la dette. Et du coup, la dette va exploser au-delà de 117, ça va devenir 118, 119, 120. On estime qu'on sera approximativement à 122, 123% d'ici 2028-2029. D'accord? Ce qui veut dire qu'on va avoir une dette qui va être au-delà de 4 000 milliards d'euros avec un PIB en baisse. Il faut comprendre ça. Et des recettes fiscales en baisse. Et si les recettes fiscales sont en baisse, qu'est-ce que l'État va faire? Eh bien, il va emprunter encore plus et devra donc payer des intérêts encore plus. Et on a une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que plus la dette augmente, plus on devra payer des intérêts, plus on devra payer des intérêts, plus il faudra augmenter la dette, ne fût-ce que pour payer les intérêts de la dette. Donc vous comprenez qu'on est dans un cercle vicieux complet, et si le gouvernement ne change pas radicalement sa façon de faire, ben c'est clair qu'on va droit dans le mur, et automatiquement, ça va entraîner une note de Fitch et compagnie vers A-, voire B, et cette note en elle-même va faire que les créditeurs de la France, extérieurs à la France, vont évidemment exiger encore un intérêt supérieur. Les dépenses de l'État vont passer de 50 et des pourcents à au-delà de 65% du PIB, ce qui veut dire que non seulement aujourd'hui vous travaillez 7 mois pour payer vos impôts, vous travaillez 7 mois pour l'État, eh bien, à partir de 2027, ce sera 8 mois. Et vous ne travaillerez plus que 4 mois pour vous. D'accord? 8 mois sur 12, vous ne travaillerez que pour payer l'État. Si c'est acceptable pour vous, ben continuons. Si ce n'est pas acceptable, ben il faudra faire une révolution. Parce que là, ça commence à bien coincer quand même. Hein. Voilà. Et donc, le déficit va passer de 152 à 200 milliards en 2028. Et ça, autrement dit, l'État va dépenser 2 fois ses recettes. Donc, toujours dans ma métaphore, vous gagnez 2 000 euros, et bien maintenant, vous allez dépenser en 2027 4 000 euros par mois, comme si de rien n'était, et vous allez vivre content. Enfin, le gouvernement vit content, nous, on ne vit pas très satisfait, bien évidemment. Donc ça, c'est la situation 2027-2029. Mais quelles sont les conséquences pour nous d'une situation qui se dégrade à ce point-là? Et c'est là que ça devient quand même important, c'est-à-dire que là, il y a tout un tas de systèmes de l'État qui vont complètement s'effondrer. La première, c'est tout ce qui concerne les retraites. D'accord? Il faut comprendre que le système par répartition, c'est quoi? Eh bien, c'est tout le monde paye pour sa retraite, ces retraites sont gérées communément et on redistribue, on répartit en fonction de toutes sortes de critères un peu bizarres. Mais vous savez aussi bien que moi que la retraite par répartition, c'est une vaste foutaise parce qu'il y a énormément de milliards qui rentrent dedans, mais quand on voit ce qui est payé, eh bien c'est à peu près 60%, 40% de ces retraites, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça finance quoi? Eh bien, ça finance l'État. Et c'est pour ça que l'État a des dettes aussi colossales, parce que je signale que la caisse des retraites, en tout cas des fonctionnaires étatiques, est complètement vide. Et aujourd'hui, les retraites sont payées par de l'emprunt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une partie par les impôts et une partie par des emprunts. Autrement dit, on emprunte pour payer instantanément quelqu'un qui n'est même plus productif puisque c'est un retraité. Donc c'est quelqu'un qui ne crée pas de valeur ajoutée. Donc vous vous rendez bien compte, c'est un trou sans fond. C'est vraiment un trou sans fond. J'ai rien contre les retraités, j'en suis un. Donc je suis certainement pas quelqu'un qui va râler sur ma retraite, mais c'est vrai que quand je vois ce que j'ai cotisé et ce que je reçois, ben, je peux vous assurer que je ne touche même pas un dixième de ce que j'ai cotisé. Donc
honnêtement, j'aurais placé ça même dans des assurances vie qui m'auraient rapporté 3%. Au moins, j'aurais encore gagné quelque chose nominalement. Mais ici, je suis complètement le dindon de la farce parce que non seulement j'ai payé avec du bel argent, mais maintenant je reçois de l'argent dont le pouvoir d'achat a catastrophiquement diminué. Mais c'est toujours la même somme. Donc je me fais entuber quelque chose de pas possible. C'est pour ça que et je vous conseille à vous tous, évidemment, de créer votre propre retraite et de ne pas compter sur le système par répartition, qui ne va plus pouvoir fonctionner pour deux raisons. Un, le vieillissement de la population. On va bientôt arriver jusqu'à, je crois qu'il y a encore 15 ans, il y avait 2 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 ou 1,2 actifs pour un retraité. D'ici 5 ans, ce sera un actif pour un retraité. Donc vous vous rendez compte qu'un actif va devoir payer l'État, le revenu de quelqu'un d'autre et subvenir à sa famille. Ça devient totalement impossible. Autrement dit, ça va être un système insoutenable qui va devoir être complètement modifié. Et vous savez comme moi ce qui s'est passé quand on a osé parler de la retraite et d'avancer l'âge de la retraite en France. Ça a créé un tollé, quelque chose de pas possible. Donc vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas un politicien qui va essayer de travailler sur le système de retraite parce qu'il sait très bien que s'il ose toucher à ce sujet-là, il se fait éjecter tout de suite, il n'y a plus personne qui vote pour lui. Ça c'est malheureux parce que on a tellement été habitué à avoir ce qu'on appelle l'État-providence qu'aujourd'hui, c'est comme si l'État devait payer quelque chose alors que nous autres, en réalité, on ferait bien de créer notre propre système de retraite. Et c'est pour ça qu'il est tellement, tellement important d'avoir de l'éducation financière pour commencer à créer sa propre retraite. Je ne vais pas me mettre en avant, mais je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai commencé mon activité, mon activité professionnelle, ma vie professionnelle en 1975, je peux vous assurer que déjà à l'époque, je m'étais dit, je n'aurai jamais une bonne retraite, donc je ferais bien de travailler à la création de ma propre retraite, ce que j'ai fait. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux encore vivre très très bien, alors que d'autres qui ont tout dilapidé, eh bien, aujourd'hui, ils se retrouvent dans la misère. Deuxième secteur ou système qui va complètement s'effondrer, c'est le système de sécurité sociale et de la santé. Aujourd'hui, la sécurité en 2025, c'est 24 milliards de déficit chaque année. Avec la crise qui s'annonce et avec la dette, ce sera infiniment plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que les remboursements vont diminuer de façon massive. Et donc, par conséquent, on va devoir de plus en plus payer nous-mêmes notre propre médecine, alors qu'avant, on avait l'habitude d'avoir un système de sécurité sociale qui payait approximativement tout pour nous. Donc, l'État est en train de nous rouler dans la farine parce que l'argent qui devrait aller dans la Sécu, il l'utilise pour payer des dîners à l'Élysée, je ne sais pas encore quelle sornette. Et donc, par conséquent, c'est clair qu'on est en déficit structurel et aussi déficit à cause de la pyramide des âges qui ne fait que s'alourdir. Donc, par conséquent, c'est clair que ce système-là va s'effondrer extrêmement rapidement avec un gouvernement qui continue à travailler comme il le fait aujourd'hui. Autre système qui va souffrir, qui souffre déjà, c'est l'éducation et la fonction publique. En éducation, aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai la profonde conviction qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est la fabrique de crétins et de petits soldats qui saluent bien bas à M. Macron parce qu'on leur apprend rien. C'est absolument hallucinant la qualité de l'enseignement en France, c'est à vomir. On n'apprend rien sauf des bêtises. Et par conséquent, surtout pas ce qui est important, surtout pas ce qui concerne l'argent, surtout pas ce qui concerne l'économie, surtout pas ce qui concerne la morale et la moralité. Au contraire, donc aujourd'hui c'est épouvantable, le système éducatif français, c'est véritablement quelque chose qui moi me rend malade rien que d'y penser. Et donc, bien évidemment, on va recruter des cancres qui vont enseigner à des cancres et on va évidemment aussi fermer énormément de services publics qui
devront, d'une façon ou d'une autre, on devra compenser, mais attention, on n'osera jamais mettre à la porte un fonctionnaire, donc ça veut dire que ça va coûter très cher, alors que le service va se dégrader encore. Les collectivités locales vont souffrir énormément parce que les collectivités locales ont malheureusement des budgets assez restreints. Ils essayent, dans la mesure du possible, de survivre, mais si les subsides de l'État ne suivent pas, beaucoup de collectivités locales vont évidemment trinquer et disparaître, ou en tout cas réduire terriblement leurs services. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment faire très 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 mal. Attendez que je prenne un petit peu mes petites notes aussi, parce que voilà. Voilà. Alors, tiens, j'ai deux fois la même. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Bon. Troisième chose, tout ce qui concerne le marché immobilier. Pourquoi? Si on entre dans de l'inflation induite, les taux vont monter. Donc ça veut dire que quand on dit que les taux de base vont monter, ça veut dire que les taux des crédits hypothécaires vont monter aussi. À partir du moment où on a des taux hypothécaires qui vont dépasser 5%, il est tout à fait certain qu'on va avoir un effondrement des demandes de crédit, donc un effondrement de la demande de construction ou de rénovation. Donc ça veut dire que cette demande qui va baisser va entraîner à terme la faillite d'énormément d'artisans qui travaillent dans l'immobilier, de sociétés qui construisent des maisons, etc., etc. Et automatiquement, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont passer de propriétaires à locataires parce qu'ils ont été obligés de vendre leur maison parce que les taux d'intérêt ne sont plus supportables. Et enfin, il est évident que la hausse des taux, c'est la réduction des crédits pour les entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de sociétés qui vont disparaître, qui vont faire faillite. Mais pire que ça, l'impôt tue l'impôt. Donc ça veut dire que la fuite des capitaux et la fuite des talents ne va faire que s'accélérer. C'est ce qu'on a vu en Grèce. En Grèce, malheureusement, qu'est-ce qui est resté après la crise? Eh bien, c'est surtout les retraités, ceux qui ne pouvaient pas partir, les pauvres, mais tous qui avaient un tant soit peu d'intelligence, c'est-à-dire travailler dans les pays avoisinants, en Europe, aux États-Unis. Il y a eu une fuite massive de gens, surtout des intellects. Pourquoi? Parce que les salaires ne suivent plus, et donc par conséquent, ces gens vont évidemment partir. Et cerise sur les gâteaux, l'État, dans sa grande bêtise, ne comprenant absolument pas ce qui se passe, eh bien, ils vont dire, si les gens partent, mais tant pis, ceux qui restent n'ont qu'à payer plus, et donc on va rentrer dans une fiscalité qui est déjà confiscatoire, mais là, elle va devenir franchement impensable et intenable, parce que, je vous dis, travailler que 4 mois, voire 3 mois pour sa propre famille et pour subvenir pour sa famille pendant 1 an et tout le reste le donner à l'État, vous comprenez bien qu'à un certain moment, le public va se révolter. Et donc, ça, c'est ce qui nous pend au nez dans les 2 ans à venir, hein, chers amis. Je vous signale, c'est pour 2027-2029. Donc 2027, 2028, 2029, je dirais plutôt plus 2028. Pourquoi? Parce que ça va aller en s'accélérant. C'est un système comme les intérêts cumulés. Une fois que la machine se met en route, il y a de plus en plus de gens qui partent, il y a de plus en plus de taxes à payer, il y a de plus en plus, et donc à un certain moment, ça va créer une révolte pas possible. Ça, voilà l'état malheureusement brut auquel on va se retrouver en 2028-2029, et donc à un certain moment, on va arriver à un point de rupture où on va arriver en France à un scénario à la grecque, avec une différence entre le Bund, donc l'obligation d'État allemand et l'obligation d'État française, de 200 points de base, c'est-à-dire 2% total de différence
Et là, c'est clair que très probablement, le reste du monde ne voudra même plus prêter à la France. Et on va arriver à des taux hallucinants, comme la Grèce a connu tout au début de sa mise sous tutelle, où ils payaient des 12,5% par an. C'était absolument incroyable. Et donc, c'est impensable donc, ça veut dire que pour nous, les Français, vous sachez qu'une chose, ça va être une austérité imposée drastique, une hausse des impôts impayable, et évidemment une intervention de la Banque centrale européenne, ou pire encore, du Fonds monétaire, international, qui vont nous imposer une restructuration forcée avec une totale perte de souveraineté budgétaire. On n'a déjà pas de souveraineté monétaire, mais là, on n'aura même plus de souveraineté budgétaire, et donc on va rentrer dans une tutelle imposée. Donc 2029 risque d'être l'année la plus noire que la France ait jamais connue socialement, avec bien évidemment des manifestations monstres, des révoltes de partout, etc. Il est grand temps de se reprendre, il est grand temps de dire et d'exiger de nos élus, pour autant qu'ils soient vraiment élus, parce qu'on sait bien que tout est truqué, même les municipales ont été truquées, et donc par conséquent, on ne sait plus à quel sein se vouer. À un certain moment, il faudra prendre la fourche et le fusil et commencer à rentrer dans le tas, parce que c'est plus possible de continuer comme cela. Mais évidemment, une autre question que je me suis posée, c'est quelles seraient les conséquences de cette situation française pour l'Europe ? Et là, je peux vous dire que c'est tout aussi noir, parce que la France, c'est quand même 18% du produit intérieur brut européen, donc pratiquement 1/5 de tout ce que produit l'Europe vient de la France. C'est quand même énorme. On est 19 pays participant à l'euro, et si je ne m'amuse, 27 pays au total. La France, à elle toute seule, représente 1/5, presque 1/5 de tout cela. Donc c'est un mastodonte de l'Europe qui serait mis sous tutelle. Et là, évidemment, ça crée un blocage institutionnel complet. Pourquoi ? Parce que l'Europe n'a prévu aucun mécanisme pour gérer la défaillance d'un grand État. La Grèce, ça a déjà été très très difficile, mais c'était un tout petit pays, un tout petit contributeur à l'Europe. La France est le deuxième plus grand contributeur de l'Europe, après l'Angleterre qui est partie. Donc il y avait l'Allemagne, la France et l'Italie dans cet ordre-là. Et donc c'est le deuxième plus grand contributeur de l'Europe. Vous comprenez bien que si les contributions de la France sont en baisse totale, parce que la France n'a plus les moyens de payer ses contributions à l'Europe, ça va créer un blocage monumental et donc une crise de légitimité des institutions européennes, évidemment. Et en plus de ça, ça va bloquer absolument toutes les décisions, puisqu'il ne faut pas oublier que les décisions sont prises en commun, et qu'à partir du moment où il y a un partenaire qui ne peut même plus prendre des décisions vu qu'il est sous tutelle, vous comprenez bien que ça, c'est absolument énorme ce qui risque de se passer. Donc ça, c'est une première très grosse conséquence de la crise française, et c'est donc une crise politique, bien évidemment, ce qui veut dire que la France n'aura absolument plus rien à dire, et Macron, s'il est encore là, il n'aura juste le droit de fermer son bec plutôt que de jouer au matamor comme il le fait maintenant. Alors, la deuxième conséquence, pardon, c'est une conséquence économique, à savoir que il y a un département à l'Europe qui s'appelle le Comité européen du risque systémique. Et vous voyez, si vous voyez le petit cadre avec les petits trucs verts, là, etc., eh bien, vous voyez que tout le risque systémique, c'est ce qu'ils ont appelé le micro-prudentiel, c'est-à-dire le risque des marchés financiers et le risque des banques. Mais ils n'ont absolument pas prévu quoi que ce soit en termes de risque des pays,
parce que la France serait donc techniquement en faillite. Il n'y a rien qui existe à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'évidemment, la zone euro risque de complètement éclater. Parce que, d'abord, ça va créer une crise obligataire intenable, puisque les marchés extérieurs vont réévaluer instantanément le risque sur l'ensemble des dettes souveraines de la zone euro, ce qui veut dire que les différences entre les taux d'intérêt de chaque pays vont exploser, y compris les taux italiens, les taux espagnols, etc., etc., même les obligations belges, tout va être réévalué à la hausse, évidemment. Donc les Européens, dans leur ensemble, vont devoir payer des intérêts bien supérieurs à ce qu'ils payent aujourd'hui, et ce, uniquement par l'effet de contagion. D'accord? Ça, c'est une première conséquence très importante. Deuxième conséquence, c'est que la Banque centrale européenne se trouve dans une situation complètement intenable, parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque centrale, normalement, n'a pas le droit d'intervenir dans les finances du pays. Elle le fait quand même, c'est Mario Draghi qui a complètement bousillé ce truc-là avec son whatever it takes, quel que soit le coût. Mais normalement, elle n'a pas le droit de le faire. Et vous comprenez bien que les autres pays vont pas du tout être d'accord que la BCE crée une inflation dans toute la zone euro pour essayer de sauver la France. Donc par conséquent, la BCE va se trouver dans une position complètement épouvantable. Et donc, monétiser une dette d'un État sous tutelle du Fonds monétaire international, c'est non seulement politiquement, mais économiquement, complètement et juridiquement impossible à tenir. Et donc ça risque de créer, rien que ça, risque de créer l'éclatement de l'Europe. Bien évidemment, la crédibilité de l'euro va complètement disparaître. D'accord? L'euro, il ne faut pas l'oublier, est quand même la deuxième monnaie de réserve mondiale. Et donc, vous comprenez qu'une crise de cet ordre-là va faire que tout le monde va foutre le camp, acheter du franc suisse, du dollar américain, du dollar Singapour, du dollar Hong Kong à gogo, parce qu'il n'y a plus personne qui aura confiance dans l'euro. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, et j'ai dit depuis des temps fous, si vous avez de l'argent, mais vous avez une dépense importante en vue dans les quelques mois qui viennent, n'achetez pas de l'or ni de l'argent parce que là, vous allez devoir payer une marge importante pour le commerçant. Donc, il faut attendre que le prix de l'or monte pour récupérer cette marge. Mais achetez du dollar Hong Kong, achetez du dollar Singapour et achetez surtout du franc suisse parce que le franc suisse, eh bien, il ne fait que remonter. Aujourd'hui, j'ai eu quelques amis qui sont venus me voir aujourd'hui et je leur ai montré que le franc suisse, aujourd'hui, eh bien, dépasse largement l'euro. J'ai acheté pour X milliers d'euros en francs suisses. Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes francs suisses me donnent plus d'euros que ce que j'ai payé pour les avoir. Donc, c'est vous dire combien l'euro est en train de se casser la figure. Donc, c'est clair que fouiller vers ce genre de choses, surtout si vous avez besoin de liquidités à court terme, c'est le meilleur placement que vous puissiez faire pour garder le pouvoir d'achat de cet argent. Et donc, il est clair que la dépréciation de l'euro va encore amplifier l'inflation et va donc aggraver les conditions économiques de toute la zone euro. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est qu'on va arriver à encore une autre difficulté. C'est que, bien évidemment, on va arriver dans une récession énorme de l'Europe, austérité, contraction du crédit, faillite, chômage, ça c'est tout à fait. Mais surtout, c'est l'euro en tant que monnaie va être complètement remise en cause parce que les pays qui sortent de la dette, comme l'Italie qui fait des efforts, l'Espagne qui fait des efforts, le Portugal qui fait des efforts, la Grèce qui fait des efforts, et des pays qui sont moins endettés, comme la Slovénie, la Slovaquie, etc., mais qui tout d'un coup se verraient endettés pour sauver la France, mais ces pays-là vont dire zut, l'euro, allez vous faire foutre, je ne veux plus de l'euro. Et ce qu'il y a de problématique, c'est que dans les traités de Rome,
il est convenu qu'il y a une Europe et un euro, mais on dit aussi que si l'euro disparaît, automatiquement l'Europe disparaît, parce on n'a jamais prévu un traité qui prévoyait un retour aux monnaies nationales et la continuation de l'existence de l'Europe. Donc par conséquent, on a un problème institutionnel énorme, un problème vraiment de création de l'Europe, et donc c'est clair qu'il va y avoir un énorme débat, et tous les partis souverainistes de tous les pays vont s'y mettre à cœur joie, parce que, bien évidemment, c'est une occasion formidable de dire on veut sortir de l'euro, on veut sortir de l'euro. J'en suis, je vous le dis très honnêtement, moi je ne demande qu'une seule chose, c'est que la souveraineté, que la France retrouve sa souveraineté, que la Belgique retrouve sa souveraineté, et qu'on puisse enfin se sortir de ce piège qu'est l'euro. Voilà. Bon, donc c'est tout à fait évident que on risque d'avoir des lendemains qui chantent, comme on dit, si la France continue dans ce système-ci. Alors, en quoi est-ce que le scénario serait différent de la Grèce? Eh bien, c'est la taille de la France. C'est la taille de la France qui fait que le scénario est différent. L'Europe a pu sauver, plus ou moins, quand je dis sauver, a pu imposer aux Grecs des mesures d'austérité absolument épouvantables. L'Europe sera incapable d'imposer cela, même le Fonds monétaire international, parce que la taille de la France en termes économiques est beaucoup trop importante, et le coût induit pour les autres pays du monde et surtout de l'Europe est beaucoup trop important, ce qui fait que moi je prétends que si la France continue sur ce chemin-là, eh bien il n'y a qu'une seule chose qui va se passer, c'est que la France va complètement disparaître. Voilà, c'est tout, c'est absolument simple à comprendre. Bon. Alors, quelle est la suite de tout ça? Eh bien, c'est que on va arriver à une question absolument existentielle pour l'Europe, parce que ça va entraîner soit une réforme des traités, soit un éclatement. Alors, je sais que d'éminents économistes disent que le moindre mal serait une réforme de l'Europe plutôt qu'un éclatement, parce que ça risque d'être moins douloureux pour la population. C'est vrai, mais même une réforme de l'Europe avec la possibilité pour chaque pays de retrouver sa souveraineté monétaire, c'est vraiment très 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 important. En tout cas, la souveraineté monétaire est pour moi une absolue nécessité, et que la BCE disparaisse et que cette horrible engeance qui s'appelle l'euro disparaisse, parce que ça a été la source de tous les problèmes. Et encore une fois, je remercie du fond du cœur M. Charles Gave, qui a écrit un livre extraordinaire en 2001, c'est-à-dire un an après l'introduction de l'euro. Son livre s'intitule « Des lions menés par des ânes », où il décrit en 2001 exactement, il n'y a pas une lettre qui doit changer dans son livre, il décrit exactement dans ce livre ce qui est en train de se passer maintenant. C'est remarquable de vision et de compréhension de ce que c'est que l'économie et la monnaie. Et donc, je vous invite vraiment, si vous voulez comprendre quelque chose, lisez le livre « Des lions menés par des ânes » de Charles Gave. C'est un petit livre, vous le trouvez à l'Institut des Libertés. Je crois que ça coûte 8 ou 9 euros ou 11 euros, et ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être lu, parce que là, vous allez comprendre pourquoi l'euro a été une catastrophe pour l'ensemble de l'Europe. Bien plus une catastrophe qu'un bien. Même si on dit que ça a fait du bien, on aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux en n'ayant pas l'Europe. Donc voilà en ce qui concerne l'Europe. Alors, je dois vous donner une dernière nouvelle qui est importante, c'est qu'aujourd'hui et demain, 4 banques centrales se rencontrent dans une conférence de beaucoup de banques centrales, mais 4 banques centrales doivent décider ensemble ce qui va se passer.
Quelles sont ces 4 banques centrales? La Banque centrale européenne, la Fed aux États-Unis, la Banque du Japon, Bank of Japan, BOJ, et la Banque d'Angleterre. Ces 4 banques, ensemble, représentent approximativement 70% de l'économie mondiale. Alors, elles doivent décider de quoi? Elles doivent décider si elles vont maintenir les taux directeurs. Je vous rappelle que j'ai fait plusieurs fois des lives à propos de l'importance du taux directeur des banques centrales. Parce que le taux directeur, c'est vraiment ce qui permet de donner du souffle ou au contraire de freiner l'économie. Le taux directeur, c'est vraiment quelque chose d'archi important. Donc, les taux directeurs des banques centrales, ces banques centrales doivent décider, est-ce qu'on va relever les taux, on va maintenir les taux, ou est-ce qu'on va baisser les taux? Pourquoi est-ce que c'est absolument critique aujourd'hui? Eh bien, il faut bien comprendre qu'avec la guerre de l'Iran, le pétrole a augmenté, donc toute l'énergie a tellement augmenté que, on va revenir là-dessus, ça a augmenté une hausse de 60% du gaz et de 40% du pétrole. Donc, ça a créé ce qu'on appelle un choc inflationniste. Je rappelle, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, ça veut dire que si l'énergie augmente, tout augmente. Absolument tout augmente. Mais si ça augmente, si tout augmente, ça veut dire qu'il y a une inflation des prix à cause de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on a une inflation des salaires. Donc, par conséquent, pour réduire l'inflation, les banques, normalement, elles vont hausser les taux, augmenter les taux. Le problème, c'est que aujourd'hui, l'économie est en train de s'essouffler, en tout cas en Occident, et donc, si on hausse les taux, automatiquement, ça veut dire que le crédit se resserre. J'ai expliqué ça dans un live. Donc, la conséquence de la hausse des taux, c'est la réduction des crédits pour les entreprises. Pratiquement toute l'économie mondiale marche à crédit, évidemment, à cause de l'effet de levier que j'ai expliqué plusieurs fois. Et donc, il est évident que si les taux augmentent, c'est la croissance qui s'effondre et automatiquement l'immobilier qui va s'effondrer. Je viens d'expliquer pourquoi. Bon. Donc moi, je fais le pari qu'en 2027, l'immobilier, en France particulièrement, va chuter drastiquement, certainement de 10 à 20%. Bon. Et donc, si les banques augmentent, on va droit vers une stagflation, comme on appelle ça, en tout cas, un effondrement de la croissance avec une hyperinflation. Parce que l'inflation sera toujours là. Bon. Si les banques décident de garder les taux tels qu'ils sont, on rentre dans de l'hyperinflation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si l'énergie double de prix, pratiquement tous les produits vont doubler de prix dans l'année qui vient. D'accord? Donc c'est une hyperinflation. Et si on fait baisser les taux, alors on rentre dans l'hyperinflation, on rentre dans un système de Weimar. Aucune de ces solutions n'est une bonne solution. Aucune. À cause de la situation d'aujourd'hui. Et donc, la banque centrale des banques centrales, c'est-à-dire la BIS, je reviens à mon transparent précédent, donc ici, la BIS, la banque en français on dit BRI, Banque des règlements internationaux, qui est située à Bâle, en Suisse, Bank of International Settlements, qui est la banque des banques et qui, au fait, donne des indications super macroéconomiques aux banques de qu'est-ce qui risque de se passer. La BIS, c'est d'abord un think tank, c'est un outil de réflexion super macroéconomique. Bon. La BIS a explicitement dit à ces 4 banques, s'il vous plaît, soyez le plus prudent possible parce que vous risquez de créer des révolutions. Donc, demain soir, normalement, ces 4 banques auront décidé, chacune pour elle-même, ce qu'elles vont faire au niveau des taux. Mais je peux vous assurer que dans aucun des cas, à cause de la crise énergétique et de cet énorme choc pétrolier, eh bien, aucune des solutions n'est véritablement une solution
très intéressante. Voilà. Donc, évidemment, si les taux montent, alors là, c'est la catastrophe pour la France, puisqu'on est déjà avec des taux d'intérêt de 3,63% pour les obligations françaises. Si les taux directeurs montent, il est évident que le monde va demander à la France de payer des 4,5-5%. Et ça, ce sera intenable et ça va créer la plus grosse crise sociale que la France ait jamais connue depuis la Révolution française. Ça, c'est pratiquement certain, parce que ça veut dire que d'un seul coup, la pauvreté va augmenter de façon épouvantable. On va arriver à une inflation des prix et évidemment l'impossibilité pour les entreprises d'augmenter les salaires. Donc ça veut dire un appauvrissement instantané de la population française, de la population belge. C'est exactement la même système. Les seuls qui s'en sortiront bien, c'est les Suisses qui, eux, enfin, ont géré correctement leur affaire et surtout qui n'ont jamais, malgré toutes les insistances, décidé de rejoindre l'Europe. Et Dieu sait s'ils ont bien fait. Je félicite les Suisses à ce niveau-là. Bon. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose, c'est si ça va aussi mal, pourquoi est-ce que l'or baisse? Parce que l'or ne monte pas. Normalement, dans des situations comme ça, tout le monde devrait se ruer vers la monnaie refuge qui est l'or. Or, l'or, il baisse un petit peu. Vous voyez sur l'écran et sur le graphique ici, vous voyez que l'or est toujours dans les plus hautes sphères, mais il n'augmente plus comme il a augmenté en janvier-février. Alors pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le taux de base, est quand même relativement élevé, tant aux États-Unis qu'en Europe. Tout ça pour contrecarrer l'inflation qui, soi-disant, est maîtrisée. Bon, ça c'est du pipeau, mais soi-disant c'est maîtrisé. Mais qui dit un taux de base élevé donne un rendement élevé, donc des obligations. Je rappelle que l'or ne rapporte pas d'intérêt. L'or, c'est du métal qu'on met dans un coffre où il reste tranquillement à briller dans le noir, mais il ne rapporte pas le moindre intérêt. Le seul intérêt de l'or, c'est son augmentation de prix, mais il ne rapporte pas d'intérêt comme peut rapporter des obligations. Donc si le prix des obligations monte, eh bien, les gens préfèrent, les investisseurs préfèrent investir dans quelque chose qui rapporte du 4% ou du 5% plutôt que d'investir dans quelque chose qui rapporte 0%. Donc c'est pour ça que l'or ne monte pas. Et donc on va bien voir vendredi, donc lundi, parce qu'évidemment la décision tombera vendredi soir, les marchés ne vont réagir que lundi, puisque les marchés sont fermés pendant le week-end, eh bien on va voir si, à cause de la décision de ces banques, comment va réagir l'or. Il est très probable enfin, la plupart des économistes parient sur un maintien des taux et pas sur une hausse des taux. Mais si il y a maintien des taux, ben, l'or va monter. Et ça, c'est tout à fait évident parce que maintien des taux veut dire qu'on rentre dans de l'hyperinflation. Et quand on a de l'inflation, ça veut dire que le prix de l'or va monter. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième raison, c'est qu'il y a eu une hausse absolument vertigineuse de l'or. Il faut savoir que rien que sur l'année 2025, l'or a augmenté de presque 95% par rapport à son prix de 2024. C'est pratiquement un doublement du prix. C'est du jamais vu. Et donc, par conséquent, on a vu le 26 février un effondrement total parce que tout le monde a pris son bénéfice en même temps. Et il est normal que les spéculateurs disent, bon, ben maintenant, on ne va pas continuer à prendre des risques, on va prendre son bénéfice, on va revendre, on a acheté de l'or à 50 000, il vaut 100 000, on va le revendre, on prend nos 50 000 de bénéfices, on verra bien ce qui se passe après. Et donc, du coup, il y a eu des ventes énormes qui ont fait que le prix a chuté, et le prix, ben, vous le voyez, entre ici, la pointe, voilà, ici, là, j'espère que vous voyez ma flèche là qui tourne, ça, c'est la pointe de janvier-février. Et ici, on est encore toujours dans à peu près les mêmes eaux. Donc, ça n'a pas baissé énormément, mais bon, ça a baissé 3, 4, 5% depuis quand même. Donc, une correction technique après des records de prix absolument énormes. Ensuite, aussi, le fait que
on dit il y a des signes de désescalade du conflit iranien. Donc ça veut dire que quand le risque géopolitique est très grand, ben, tout le monde se jette sur l'or. Quand le risque géopolitique diminue, ben, évidemment, les gens ont moins tendance à acheter de l'or. Ils vont plus se tourner vers des obligations qui rapportent du 4 ou du 5%. Et puis il y a eu aussi curieusement, la hausse du Bitcoin, plus 15%, qui ont fait que ben, le Bitcoin a très fortement monté, alors que l'or ne l'a pas fait en même temps. Mais soyons clairs que les perspectives, ce qu'on appelle les perspectives structurelles à long terme, restent solidement haussières en ce qui concerne l'or, tout simplement parce qu'on est aujourd'hui dans une crise de confiance vis-à-vis du système monétaire. Cette confiance n'est absolument pas rétablie, bien au contraire. La guerre de l'Iran n'a rien arrangé. Le dollar est en train de se casser la figure. Trump le laisse volontairement filer. Il sait bien pourquoi. Trump continue à créer de l'inflation parce qu'il doit financer Make America Great Again et il le fait volontairement en l'envers de la, enfin, comment je dirais, en contrecarrant la Fed, parce qu'il veut absolument se débarrasser d'une banque qui ne fait pas partie de l'État américain, ce qui est absolument extraordinaire. Je rappelle que la Fed ne fait absolument pas partie de l'État américain. C'est une organisation privée qui gère les finances des États-Unis. Il faut le faire quand même. Bon, donc c'est clair que maintenant est le moment d'acheter de l'or. Mettez votre épargne à l'abri, ça c'est tout à fait certain. Particulièrement, vous, les Français, mettez votre épargne à l'abri. Je crois qu'on arrive en voyant ce qui se passe par rapport à la France. On a 3 ans maintenant avant une crise. Non, on a probablement 1 an et demi avant le début d'une crise colossale. Et cette crise va certainement durer encore pas mal de temps. Et puis elle va avoir son bouquet final de crise. Ça va être la mise sous tutelle de la France. Là, c'est l'appauvrissement total de la France et des Français, sauf ceux qui auront réussi à mettre de l'argent de côté dans quelque chose de solide et qui a de la valeur. Et je répète, l'or et l'argent, c'est à peu près la seule chose qui aujourd'hui a encore de la valeur. Donc c'est assez paradoxal de comprendre que l'or a baissé alors que le pétrole a monté, alors que c'est pas normal, mais on est dans des temps anormaux, parce qu'évidemment, il y a aussi ce phénomène de l'inflation importée par le pétrole qui est en hausse et qui pourrait peut-être diminuer tout de suite si le pétrole baisse. J'espère que la guerre de l'Irak ne va pas continuer trop longtemps, parce que d'abord, ça fait des morts, ça fait des dégâts inutiles, etc., etc. J'espère aussi que la crise ne sera pas trop violente, mais je peux vous assurer une chose, c'est que crise, il y aura. Ça, c'est absolument certain. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous donne rendez-vous au numéro 58, le 2 avril 2026. Je vous rappelle, lisez ce livre-ci. Donc, je vais couper ici ceci, pardon. Excusez-moi. Allez, voilà. Hop. Supprimer. Voilà. Lisez L'affaire Epstein de Dylan Howard. Édition Le Jardin du Livre. Très, très intéressant. Et nous allons très probablement commenter non seulement Epstein, mais aussi les conséquences économiques du dossier Epstein pour le monde et pour l'Europe particulièrement, avec Pierre Jovanovic d'ici 15 jours, je l'espère, sinon d'ici 1 mois. En tout cas, je vous embrasse les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée. Et quand même, ben ça c'est une bonne nouvelle, Pierre Jovanovic, et eh bien je vais me permettre de remettre ma petite musique que j'adore, qui est une musique de Handel, ça s'appelle L'arrivée de la reine de Shaba. Je vous invite à l'écouter, c'est délicieux comme musique et j'espère que ça mettra un point d'orgue à cette émission. Bonsoir à tous.